pour les titres de cette édition. Le 12 janvier 2023, la coalition Yewwi Askan Wi reporte la date du grand rassemblement de ce 14 janvier. Une décision suite à la série d'accidents tragiques notés ces derniers jours. Et puis, hausse de l'électricité, Pape Mademba Bitèye annonce un réajustement. Comme vous le savez, ces mesures gouvernementales portant sur la réorientation de la subvention des prix énergétiques concernant les clients, vous aurez sa réaction dans cette édition. Déguerpissement au marché à Petersen, les commerçants refusent que ces derniers sont répartis en deux grandes catégories. Le FRAPP a accueilli à son siège deux collectifs qui dénoncent l'expoliation foncière. Il s'agit de celui de Mbadakhoune. Suite à la série d'accidents survenus ces derniers jours, un lourd bilan en perte de vies humaines. Sur ce, elle recommande à ses militants qu'une partie de cette journée sera consacrée et recueillie à des prières pour le repos de l'âme des disparus ainsi qu'un prompt rétablissement aux blessés et pour la paix dans le pays. Je vous le disais aussi dans les titres, le mouvement FRAPP France Dégage a reçu dans son siège les impactés de l'université du Sine Saloum et de Mbadakhoune. À l'occasion, les dix collectifs ont annoncé la spoliation foncière au niveau de leur village respectif et menacent de passer à la vitesse supérieure si aucune solution n'est trouvée dans les plus brefs délais. Suivons le compte rendu de notre reporter Aminata Traoré et Khadija Diouba. Le FRAPP a accueilli à son siège deux collectifs qui dénoncent l'expoliation foncière. Il s'agit de celui de Mbadakhoune et l'autre, c'est à Ngogom, dans le département de Bambey. L'université de Mbadakhoune devrait être juste à 100 hectares. On ne peut pas se permettre maintenant d'avoir une université qui dépasse 300 hectares à Mbadakhoune. Ça, c'est de l'expoliation foncière que nous dénonçons chaque jour et nous continuerons à dénoncer avec toutes les autorités et avec tous les gens de bonne volonté qui militent pour la justice. Celle à ces investisseurs supposés des Afro-Américains qui veulent retourner à la terre natale. Et la terre appartient aux paysans qui ne vivent que de cette terre et qui n'ont que activité principale, l'agriculture et l'élevage. Il interpelle les autorités à venir régler ce problème au plus vite. Sinon, ils vont passer à la vitesse supérieure. Là, vraiment, on est désolé, on en a marre. Nous disons clairement que le président de la République est interpellé pour résoudre ça parce que les autorités qu'il a nommées comme élus là-bas ne font pas vraiment leur mission comme ils doivent le faire. Je ne vais pas vraiment développer. Ce qui a lieu de dire en est que venez-nous en aide parce que nous sommes fatigués. On est déjà morts, ils nous ont mangés. Le collectif est prêt à faire face à ces décisions-là et s'allie avec tous les organismes et hommes de bonne volonté qui luttent et combattent qui combattent l'injustice. Ainsi, nous lançons un appel solennel à toute la communauté que le danger qui plane sur la commune de Ngogom ne se passera pas. Le collectif se tient debout et fera face au maire. Le collectif des impactés de l'université du Sine Saloum et celui de Aar Sunu Moomeel de Ngogom ont fait face à la presse pour dénoncer la situation jugée délicate
qu'ils vivent depuis quelque temps. Merci beaucoup Aminata Traoré pour ce reportage. Et puis, vente des cartes de l'APR, la commune de Dabali a battu le record avec plus de 2000 cartes vendues. Toutefois, ils estiment qu'ils méritent une récompense avec les efforts dans le département de Nioro pour la réélection du chef de l'État Macky Sall pour la présidentielle de 2024. Suivons la réaction de Amadou Asek. Il est le deuxième adjoint au maire. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant à Mour, Omar Ndiaye. La commune de Dabali a obtenu plus de 89%, élections référendaires, présidentielles, locales et législatives confondues. Aujourd'hui, si le Fouta est considéré comme le titre foncier du président, la commune de Dabali est devenue un bail par rapport aux résultats obtenus par le maire Samba Sall qui, à chaque élection, sort premier dans le département de Nioro et comble même le gap parfois. C'est donc l'occasion aujourd'hui de vous dire que 2000 cartes ont été vendues dans la commune de Dabali, juste pour montrer que la commune de Dabali dit oui pour un deuxième quinquennat au président Macky Sall en 2024. Et cela est le fruit du travail du maire Samba Sall. C'est pourquoi la commune de Dabali demande de manière très solennelle à son Excellence de le nommer à un haut poste de responsabilité, ministre ou DG. Sa nomination est devenue une demande sociale, vu le travail remarquable qu'il fait pour le président de la République dans le département de Nioro et dans la diaspora. C'est ce qui l'a même poussé à mettre en place un mouvement dénommé Macky Encore, qui œuvre pour la vulgarisation des réalisations du président Macky Sall dans le pays, mais aussi porter le combat pour la réélection de son Excellence Macky Sall en 2024 dès le premier tour. En 10 mois, le Benjamin des maires de la région de Kaolack a changé complètement le visage de la commune de Dabali où tout était priorité. Ministériel, nous réclamons avec humilité la nomination du maire à d'autres postes, lui permettant de mieux répondre aux préoccupations des populations de la zone. En effet, en sa qualité de maire, il s'investit pour la relance socio-économique de Dabali et environ, mais il n'en demeure pas moins que ses prérogatives sont bien limitées pour porter plus haut et le plus longtemps possible le flambeau de l'émergence à travers la mouvance présidentielle et particulièrement... Autre aspect de l'actualité, je vous l'annonçais tantôt dans les titres, le directeur de la Sénélec, Pape Mademba Biteye, a réagi suite à l'augmentation du coût de l'électricité. Selon lui, le secteur de l'électricité et que l'État doit faire un réajustement tarifaire qui va lui permettre de faire une économie de 99,7 milliards de francs CFA. Il a ainsi annoncé des mesures prises par le gouvernement portant sur la réorientation de la subvention des prix des produits énergétiques sur les clients. Suivons sa réaction au micro de Fatou Fall Diatara et Cheikh Tidiane Sène. Comme vous le savez, ces mesures gouvernementales portant sur la réorientation de la subvention des prix de l'énergie concernent au premier chef les clients de Sénélec. Je rappelle que ces derniers sont répartis en deux grandes catégories, les clients domestiques et les clients industriels. Pour ce qui concerne les clients domestiques, il faut noter qu'ils souscrivent dans leur intégralité à la basse tension. Vous remarquerez que l'écrasante majorité, pour ne pas dire la totalité des clients de Sénélec provient du segment domestique basse tension. 2 409 900 clients, soit 99,40% de cette clientèle projetée en 2023, représentant un chiffre d'affaires de 362 milliards, soit 54%.
Ceci a son importance dans la perspective de la mise en œuvre de ces mesures de réajustement de la subvention et de son corollaire, à savoir les modifications de la grille tarifaire. D'autres, à la moyenne tension, 3 641,191 milliards, 28% du chiffre d'affaires, et une faible minorité, soit 10 clients à la haute tension. Et comment se traduit cette subvention? Ça veut dire, sur le kilowattheure, le consommateur a payé 101,06 francs CFA et l'État supportant pour sa part 43,93 francs CFA pour permettre à Senelec de retrouver son revenu qui est déterminé régulièrement par le régulateur. Pour cette raison, les couches les plus vulnérables continueront de mériter une protection spécifique. Ensemble, nous sommes plus résilients, plus forts et prêts à affronter le futur dans la sérénité et l'espoir. Dans le reste de l'actualité, les commerçants au centre commercial de Petersen ont été sommés de quitter cet espace qu'ils occupent depuis plus de 25 ans pour les besoins des travaux du BRT. N'ayant reçu aucune information claire et nette, ils ont tout bonnement refusé de quitter les lieux sans savoir où ils seront recasés. Face à la presse ce matin, ils pointent du doigt le préfet de Dakar, Mortala Tine, qui s'accuse de ne pas adopter une posture responsable face à leur situation. Les 22 mesures prises par l'État du Sénégal après le drame de 6 kilos risquent d'avoir des répercussions sur le transport. En effet, selon Barhan Gomis, responsable du syndicat des transports routiers du Sénégal, ces mesures ont été prises de façon précipitée, sans aucun accompagnement au préalable, avec leur explication sur des conséquences plus lourdes. Suivons sa réaction au micro de Omar Ndiaye et de Babacar Diall. Si on prend l'exemple sur l'interdiction de l'importation des pneus, ça sera un grand problème parce que je n'ai pas vu ici au Sénégal une usine qui construit des pneus. Là, c'est le temps qui nous jugera. Ensuite, pour l'autre aspect, on interdit maintenant la libre circulation des véhicules affectés au transport public de personnes en matière de transport interurbain. Là aussi, je reviens pour dire que le temps nous jugera. L'élimination des porte-bagages et des chaises supplémentaires et chaises intermédiaires. Je pense qu'on devait approfondir le dialogue pour pouvoir prendre des mesures qui pourront accompagner cette décision. Le fait qu'on demande à tout le monde désormais d'opérer leur examen en visite technique à Dakar, là aussi le temps nous jugera. Ça également, c'est un grand problème. Nous laissons ça avec le temps. On n'a pas à décider ou à ne pas décider. Nous sommes des dépendants parce que nous sommes des élus en matière syndicale. Si aujourd'hui nos membres jugent qu'il y a problème, on doit d'abord s'enquérir de ces problèmes ou de ces problèmes et ensuite user de nos vocations et de nos prérogatives pour pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. En tout cas, voir les conséquences négatives, cela ne me surprendra pas. Même il y a une naïveté à notre égard, une maladresse totale à notre égard. On devait se réunir en interprofession avant de rencontrer l'État, comme l'État l'a fait avant de nous rencontrer. Mais malheureusement, c'est dommage. L'autre quitte Thiès, l'autre quitte Tamba, l'autre quitte Dakar. Donc, on se retrouve autour d'une table. L'État a déjà harmonisé ses décisions. Un incendie a eu lieu hier aux environs de 22h à la zone de captage au quartier Cité Barak. L'incendie a duré plus de 3 heures et a ravagé la moitié du logement. De lourds dégâts matériels ont été dénombrés. Suivons les détails avec Ramatoulaye Sarr et Abdoulaye Fall.
Un incendie a eu lieu au zone de captage à la cité Barak et elle a occasionné un lourd bilan de dégâts matériels. L'incendie est provoqué par une jeune qui fumait sur les lieux. À ce qui a été raconté, elle n'était pas lucide. Elle prit la fuite après que le matelas ait pris feu. Les sapeurs-pompiers ont éteint le feu malgré les difficultés rencontrées pour accéder au lieu. Ils ne pouvaient pas accéder au lieu car les routes étaient impraticables. Pour éteindre le feu, ils ont été obligés de déployer leurs tuyaux. La pluie... Les victimes de la tragédie lancent un appel aux autorités compétentes pour les venir en aide. Qu'ils nous aident afin que nous puissions subvenir aux besoins de nos familles. Car ils ont perdu la quasi-totalité de leurs biens. Ils insistent aussi sur la question de la sécurité. C'était donc le reportage de Ramatoulaye Sarr. Merci beaucoup. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières. L'actualité hors de nos frontières, Mali, nouveau bilan humain à la suite de la double attaque djihadiste du 10 janvier dernier. 14 militaires ont perdu la vie et 31 terroristes ont été neutralisés. La première attaque a eu lieu dans le centre du pays entre les localités de Dja et de Diafarabé, suivie d'une seconde attaque un peu plus tard entre les villes de Koumara et Massina. Et puis, la production EDF a été historiquement faible en 2023 en raison de l'indice ponibilité de nombreux réacteurs nucléaires en maintenance ou en réparation de la sécheresse qui a fait chuter la production hydroélectrique. Selon des chiffres publiés ce jeudi, la production du parc nucléaire est tombée à 279 MW en baisse de 22,7% comparé à l'année 2021. International au Kenya, les États-Unis ont annoncé ce jeudi offrir jusqu'à 10 millions de dollars pour des informations menant à la capture d'un homme présenté comme le cerveau terroriste d'un attentat contre un hôtel au pays en 2019 qui avait fait 21 morts, dont un Américain, Mahmoud Abdi Abden, est représenté comme le leader du groupe islamiste Shebab basé en Somalie ayant mené à plusieurs attaques sanglantes au Kenya. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre aimable fidélité. Merci également à toute l'équipe technique de la rédaction qui a préparé, coordonné et réalisé cette édition. D'autres programmes à suivre sur Leral TV et Leral.net. Excellente soirée à tous.